Bonjour à tous et à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle interview, dans ce nouveau témoignage. Aujourd'hui, nous sommes le 15 avril et moi je suis donc à Béziers, voilà. Aujourd'hui, nous allons vous parler de haut potentiel, d'hypersensibilité et globalement de neurodivergence avec mon invité du jour qui est Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Agathe. Ben écoute Vincent, je vais te laisser te présenter en quelques mots. Qui es-tu? Voilà, comment... quelle est ta neurodivergence à toi? Merci. Déjà, dans un premier temps, gratitude à toi de m'interroger effectivement sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est assez délicat, sensible, délicat justement à partager. Donc ce sujet sur l'hypersensibilité et effectivement la surdouance. Donc aujourd'hui, si je peux me présenter rapidement au-delà effectivement de ces traits dont on va parler aujourd'hui, de l'hypersensibilité et la surdouance, aujourd'hui je m'appelle Vincent Tamizier, moi j'ai 36 ans. Aujourd'hui je suis expatrié depuis plus de 6 ans. J'habite à Cracovie en Pologne, je suis expatrié et d'ailleurs mon expatriation j'en parlerai parce que c'est une conséquence de cette sensibilité et de cette surdouance. Pour justement me sortir de cette société où ça a été très difficile. Donc voilà, aujourd'hui, je travaille pour moi. Je travaille sur Internet. Beaucoup de personnes me suivent. Aujourd'hui, effectivement, j'aide des personnes à prendre aussi confiance en elles. Donc, ça a été la conséquence aussi, puisque j'ai fait de cette malédiction une bénédiction en apprenant à l'utiliser. Mais ça m'a pris des années, je dirais, à comprendre tout cela. Et aujourd'hui, voilà, je mène beaucoup de personnes pour effectivement, je dirais s'en sortir sur Internet en gagnant de plus en plus, en travaillant à partir d'Internet, je dirais, en leur apprenant tout ce qui est communication. Donc voilà comment je définirai mon métier à l'heure actuelle au-delà du sujet dont on va parler. Et je voulais dire, je continue sur le côté gratitude. J'ai beaucoup de gratitude à ce que tu m'interroges sur ce sujet parce que je ressens que c'est très difficile pour les personnes hypersensibles et le côté également surdoué à discuter, à parler de ce sujet. Parce que quand on parle de handicap, on pense toujours à quelque chose, quand je parle ça, où il nous manque quelque chose, mais pas quelque chose qui est en trop. Parce que moi, déjà, je suis d'accord avec toi, Vincent, et je me permets de rebondir dès maintenant sur ce que tu dis, parce que déjà, le mot handicap, pour moi, il a un souci. Parce que même quand on pense qu'il nous manque quelque chose, pour moi, il nous manque pas quelque chose. Pour moi, par exemple, il me manque pas la vue, j'ai pas la vue. C'est pas grave, c'est comme ça et c'est que ça devait être comme ça, voilà. Mais oui, en plus l'hypersensibilité, vous avez quelque chose en plus de nous et qui parfois même est vu comme quelque chose en trop. C'est ça que tu veux dire? Exactement. En fait, l'idée pour moi je sais quel mot tu pourrais utiliser, handicap, moi j'appellerais simplement un autre mot, je dirais la différence par rapport à un groupe, une normalité. Et cette normalité peut être en plus ou en moins, c'est quelque chose de différent qui nous emmène à être, je dirais, perçu différemment, rejeté par la normalité de groupe, qui fait que finalement, c'est très dur pour nous de vivre parce que moi, je considère que si on veut être heureux, il faut apprendre à vivre ensemble parce que pour moi, l'amour, c'est vivre ensemble et quand on est rejeté, on est seul et c'est comme ça, effectivement, quand on est triste et que c'est très dur à être épanoui dans notre vie. Donc, pour moi, en fait, c'est le handicap, je dirais plutôt la différence peut être en trop ou en moins, mais la seule chose, c'est qu'on est différent d'une normalité d'un groupe. Et ça, c'est très difficile d'en parler, surtout quand on parle aujourd'hui de multipotentiel ou je dirais d'hypersensibilité, parce que les personnes pensent qu'on a quelque chose en plus, donc c'est un bénéfice, c'est un bonus. Alors que ce bonus, on peut l'imaginer plutôt aussi comme un boulet qui est très lourd à porter parce que justement, quelque chose en trop, on va être mal perçu. Et donc, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Si je fais aussi cette interview aujourd'hui et que je t'ai demandé effectivement également à venir parler de ce sujet aujourd'hui, c'est pour les personnes comme moi à ne pas penser que, non, c'est pas non plus quelque chose de magnifique, c'est pas quelque chose d'extra à première vue quand on le vit et qu'il y a beaucoup de personnes qui sont malheureuses d'avoir ce trop. Je dirais ce trop, c'est quelque chose en trop parce qu'ils ne savent pas comment le gérer. Et du coup, aujourd'hui, j'ai encore des personnes, comme j'en disais, je t'en parlais dans les coulisses, un jeune, effectivement, que je connais qui a 21 ans, il y a 2 semaines de ça, qui me disait qu'il voulait se mettre en l'air
parce que la société le rejetait. Et donc, c'est pas quelque chose de simple et je voudrais vraiment faire découvrir tout cela à travers cette interview et tout ce qu'on ressent à l'intérieur et qu'on arrête de penser que c'est magnifique si jamais on ne sait pas comment, je dirais, bien s'en occuper et si on n'est pas accompagné comme il faut. Par rapport à ça, justement, le côté, ça peut être une malédiction si jamais on ne sait pas en faire une bénédiction, si on n'est pas accompagné dans un bon chemin. Et c'est comme vous avez dit dans votre interview avec Sébastien que j'ai énormément aimé, où vous dites une chose. Si cette différence, eh bien, au début, on va nous juger cette différence, et si on ne sait pas qu'il y a des choses qui sont possibles de faire avec cette différence, des belles choses pour en faire une bénédiction, eh bien, on pense qu'on est condamné. Comme cette petite fille de 7 ans dont vous avez parlé, qui pensait qu'elle était condamnée à être malheureuse parce qu'elle avait, je dirais, un souci. Alors, un souci, ouais, une différence. Attention, la vidéo descend un peu, je te laisse la remonter. Pardon, ouais. Je te laisse intervenir. Donc voilà, moi j'ai fait mon introduction. Merci beaucoup pour cette introduction. Je pense que c'est hyper important effectivement de voir la différence comme un plus et non comme un moins. Mais pour ça, c'est important d'être accompagné. Et moi, c'est pour ça, toujours pareil, que je fais ce métier. C'est pour que les parents puissent accompagner leur enfant pour ça, pour qu'ils voient leur différence finalement comme un plus et non comme un boulet à traîner au pied. Ma première question va être très simple. Comment et quand tu t'es rendu compte de ton hypersensibilité et de ta surdouance? Alors ça m'a pris des années parce qu'au début j'ai pas compris. J'ai pas compris parce qu'en fait moi le jour où j'ai vraiment mis un mot dessus, c'est un peu délicat à dire et ça prend beaucoup d'émotions. C'était il n'y a que 2 ans. C'est-à-dire qu'avant 34 ans, je pensais que je comprenais que j'étais différent, mais je ne comprenais pas pourquoi j'étais différent et donc d'où le fait que j'ai énormément été jugé. Et à 34 ans, j'ai mis un mot dessus, effectivement, cette différence. Mais avant, en fait, je sentais qu'il y avait quelque chose de différent, mais je ne comprenais pas ce que c'était cette différence. Et c'était très difficile parce qu'en fait, on me jugeait beaucoup dans le côté négatif de cette différence, sans comprendre que derrière, déjà, j'étais né comme ça. C'était pas une volonté personnelle et que c'était pas simple de vivre avec et que c'était pas quelque chose qui était justement parce qu'on a tendance à penser que comment je fais ça, on a quelque chose où on parle beaucoup parce qu'on pense beaucoup et donc les personnes pensent qu'on veut écraser les personnes alors que pas du tout, on essaye d'aider. Ouais, tout à fait, ouais. Donc quand est-ce que je l'ai vraiment découvert? C'est à 34 ans quand j'ai vraiment accepté de faire les tests et ça a été tout un combat pour en arriver là. Donc ça c'est 34 ans où j'ai mis un mot dessus. Après, où je me suis aperçu que j'étais différent, je pourrais... avant cette interview, c'est la première fois d'ailleurs que j'ai pris le temps de faire ça, parce qu'en général, je fais beaucoup d'interviews, mais j'ai pas pris le temps, je prenais pas le temps de faire une structure, mais là, j'ai marqué sur ma feuille où en fait, je peux vous parler quand j'étais à l'école, par rapport à mes parents, mon parcours professionnel, à mes... Ouais, c'est les questions que j'allais te poser, ouais. Donc, je vais te laisser poser et toujours, je vais te laisser remonter un petit peu la caméra pour toi, pour t'aider. Est-ce que justement, c'est la question que j'allais te poser, c'est la première question, c'est par rapport à tes parents, vu que tu as été diagnostiqué aussi tardivement, j'imagine que petit, ça a dû être quand même difficile pour eux sans avoir de mots dessus. Comment est-ce qu'ils ont vécu ta différence par rapport aux autres enfants? J'imagine que tes émotions étaient vécues différemment, que tu avais un mode de fonctionnement peut-être un peu différent aussi des autres. Comment est-ce que eux ils le vivaient dans ton quotidien? Alors c'est assez. Alors je vais parler de choses très personnelles par rapport non à la surdouance, mais par rapport à ma vie aussi passée pour expliquer un petit peu comment mes parents ont pu sentir ces choses-là. Alors que mes parents sont séparés quand j'avais 10 ans. Donc très jeune, moi j'ai vécu avec ma mère et ma sœur. Et mon père vivait loin. Donc en fait, ma mère, je dirais qui elle est partie travailler. En fait, elle a commencé à travailler quand mes parents sont séparés. Et donc j'avais pas beaucoup de temps avec ma mère. Et ma mère, je dirais, nous a laissé moi et ma sœur très autonomes. Quand elle s'est aperçue que toutes ses capacités me permettaient d'être autonome et indépendant, elle était très heureuse du fait qu'elle se disait j'ai pas besoin de m'occuper de toi parce que tu vas t'en sortir que je sois là ou pas. Donc j'ai été livré à moi-même
dès mon plus jeune âge. Et donc, heureusement, je dirais que cette capacité m'a permis, je dirais, de m'occuper de moi et d'être très en avance sur mon âge et très mature, parce que effectivement, ma mère, elle, c'était vraiment, t'es livré à toi-même. D'accord. D'accord. Donc ouais. Ouais. Et ça peut avoir du positif. J'imagine ça a du positif et du négatif pour toi. Du positif dans le sens où tu peux, où du coup tu es devenu autonome et indépendant, puisque moi je fais toujours la différence entre les deux assez tôt. Mais finalement, est-ce que tu as l'impression d'avoir manqué de quelque chose en étant aussi vite confronté finalement à toi-même et à tout ce que tu pouvais faire de par tes capacités hors normes? En fait, au début, j'ai surtout, par le fait que mon père habitait loin et que ma mère me laissait effectivement seul, et que, c'est vrai que me disait de me débrouiller tout seul. Disons que je me suis rattaché beaucoup à mes amis. Mes amis étaient ma famille et je voulais me faire accepter par mes amis. Et c'est-à-dire qu'au début, je ne voulais surtout pas paraître, je dirais que je faisais des choses, je dirais que je pouvais comprendre des choses, etc. Donc j'essayais de me faire accepter par mes amis tout en restant toujours simple. Surtout que moi, ça a été quand même assez caché par rapport à tout cela parce que mes grands-parents sont des paysans et du coup, je suis une personne à la fois très simple. Donc en fait, il y a un gros contraste entre ma simplicité et ma complexité. Et c'est d'accord, ouais. Je dirais à la fois je suis une personne très simple avec mes amis où je voulais me faire accepter et à la fois je dirais au début c'est pas sorti parce que je voulais surtout pas faire sortir ces choses-là. Là où ça a commencé à sortir, c'est quand une fois parce qu'il y a aussi cette hypersensibilité que j'ai vécue avec mes parents qui sont séparés où c'était très dur pour moi où je me suis refermé sur moi-même et disons que mon père après à partir de 14 ans m'a demandé m'a pris pour mettre dans une école dans une école privée pour justement que je sois plus sérieux parce que ma mère me laissait beaucoup trop libre et c'est vrai que mes résultats en faisaient pâtir parce que la première chose que je faisais c'était un manque émotionnel que je comblais avec mes amis qui étaient là, mais l'école je le délaissais alors que effectivement voilà. À l'école, ce que je pourrais dire assez rapidement quand ça s'est passé, et là c'est vrai qu'on a vu quand même des différences qui sont, c'est surtout au lycée que ça a commencé. C'est quand j'ai eu en fait des situations où mon père et ma belle-mère me disaient, ma belle-mère qui était professeure maintenant à la retraite, qui disait Vincent, je ne comprends pas, je dirais pourquoi tu poses autant de questions. Je ne comprends pas pourquoi tes professeurs, il y a toujours un souci, parce qu'il y a beaucoup, attention, quand on est effectivement multipotentiel, hypersensible, etc., on a beaucoup de valeurs à l'intérieur de nous. Nous, c'est très, 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 très important d'être, équitable. Donc, si on voit une injustice en cours, on va défendre les personnes, je dirais, qui ont ressenti des injustices. Je me rappelle encore au collège, un ami qui était plus petit, là, j'étais prêt à aller effectivement le défendre, alors que moi-même, je ne me défendais pas pour moi. Mais si je vois une injustice, j'y allais. Et avec les professeurs, c'était souvent comme ça, où je me mettais en opposition d'injustice. Par contre, j'étais à la fois un très bon élève, mais à la fois, je me positionnais en révolte si je voyais une injustice de la part de mon professeur. Et là, mon père et ma belle-mère ne comprenaient pas qu'à chaque fois, j'étais en conflit, je dirais, avec mes professeurs parce que les autres, mes autres copains et amis et mes autres camarades n'étaient pas comme ça. Il n'y avait pas autant de problèmes. Et donc, du coup, ça a posé beaucoup de soucis parce que je n'acceptais pas. J'en arrive, par exemple, à un exemple qui était vraiment, j'en ai plusieurs et j'aimerais vraiment les raconter, ça me touche beaucoup. Un jour, je me suis retrouvé avec mes camarades en classe où on a étudié un tableau. Et notre professeur nous a dit est-ce que vous pouvez nous dire à quoi correspond ce tableau? Et moi j'ai dit, tout le monde disait ça correspond à la mort. Parce qu'effectivement il y avait un squelette, etc. Et moi je dis madame, moi j'ai une autre idée. Et là j'ai dit, moi je pense que ça fait partie, effectivement ça fait penser à la mort, mais pas que. Ça fait également penser, je dirais, à Hitler avec les nazis, parce que je voyais effectivement qu'il y avait le chapeau effectivement comme les nazis ils avaient avec leur casquette, etc. Et je me disais, moi je pense que ça fait penser à ça. Et tous les copains m'ont dit, non Vincent, le professeur a raison parce que c'est le professeur. Et moi je me suis dit, non, je ne suis pas forcément en accord avec ça, c'est pas parce que c'est le professeur et que bien sûr qu'elle a raison à 90-95% du temps et qu'il ne faut pas remettre en doute son autorité.
mais qu'elle a le droit à faire des erreurs. Elle est aussi humaine. Et elle a le droit de ne pas tout savoir et qu'il y a un moment donné où elle peut faire une erreur. On ne doit pas lui en vouloir et elle ne doit pas tout, je dirais, connaître par cœur. Et là, à ce moment-là, le professeur s'est un peu braqué un petit peu avec les élèves et a dit non, Vincent, c'est la mort, point. Et là, à ce moment-là, moi, je comprenais pas. Je me disais, je suis pas forcément d'accord parce que, madame, vous nous avez appris au cours de français que le français est là pour développer notre imagination et que toutes les possibilités sont bonnes. Alors pourquoi vous me dites qu'aujourd'hui, il y en a qu'une seule? Et là, elle était un petit peu bloquée, j'étais un petit peu mal à l'aise par rapport à son blocage. Et ensuite, pour terminer cette histoire, je suis parti au centre de documentaliste, le CDI, pour aller chercher des informations sur ce tableau. Et effectivement, je me suis rendu compte que j'avais effectivement mis le doigt sur ce tableau qui faisait partie des nazis. Je suis reparti voir mon professeur, parce que c'était un cours de 2 heures, pour lui dire, j'ai été faire des recherches et effectivement, ça faisait bien partie. Elle a eu, je dirais pour moi, vraiment beaucoup de courage et l'honnêteté, effectivement, quand les autres personnes sont revenues, les autres camarades, de leur dire oui, effectivement, Vincent a fait des recherches et effectivement, ça parlait bien de cela. Néanmoins, je sais très bien que j'ai remis en question son autorité, ce qui n'était pas simple pour elle, et d'où le fait que rien que ces situations-là étaient extrêmement délicates pour moi, pour mes camarades, pour mes professeurs. Ouais, c'est des situations qui sont ultra compliquées parce que finalement, tu te retrouves confronté à l'autorité d'autrui et toi, tu sais finalement que tu peux avoir raison et même et je trouve ça hyper courageux et hyper prenant ton histoire parce que tu es même allé faire des recherches derrière. On sent que tu étais vraiment investi, quoi. Et cet investissement, il est typique, j'imagine, des personnes hypersensibles. De s'investir à ce point pour soi et pour, en fait, plus pour les autres que pour soi finalement, c'est ça ce que j'en comprends. Parce que moi, je suis un peu, alors je connais un peu l'hypersensibilité, je me suis beaucoup renseignée à ce sujet, surtout sur les réactions des enfants, mais c'est vrai que j'ai pas trop de renseignements sur l'hypersensibilité chez les adultes aujourd'hui et de personnes qui ont un recul sur ce sujet. Donc, est-ce que tu dirais que toi, finalement, ton hypersensibilité, elle t'a mené à, comment je peux dire ça, à plus prendre soin des autres de par cette non-envie de l'injustice quitte à te mettre toi-même en porte-à-faux, c'est ça? C'est très dur tout ce que tu me dis parce que j'ai tellement d'émotions là que j'ai quasiment les larmes qui arrivent tellement que tout ce que tu dis c'est ce qu'on vit. C'est très difficile parce que je dirais que perpétuellement en fait toute notre vie on passe notre vie à souhaiter soutenir les gens par rapport justement à cette capacité qu'on a d'aller voir plus loin et pour dire mais tous les copains venez on peut tous être heureux et que les copains pensent tous qu'on veut tous les écraser. Ouais. Et ça c'est très 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 dur parce qu'on est triste. On est très triste, que les personnes confondent le fait qu'on essaye de les aider par le fait qu'ils pensent qu'on est là pour se comparer alors qu'en fait on veut juste être une épaule pour eux, à quel point ils peuvent se soutenir sur notre épaule pour qu'on puisse tous s'entraider à se sentir bien. Et quand, je dirais, les personnes pensent qu'on est là pour les écraser, que c'est la dernière des choses qu'on veut parce qu'on sait à quel point c'est dur de se sentir rejeté. Et justement, on ne veut surtout pas rejeter les personnes, on veut les soutenir et s'entraider. C'est un combat de toute notre vie. En fait, c'est fou parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est dans une antithèse. Quelqu'un qui prend soin des autres mais pas de lui-même, quelqu'un qui se sent rejeté et qui fait tout pour pas rejeter les autres et qui finalement est rejeté. C'est incroyable parce que je vois l'antithèse partout. Finalement, quelqu'un qui aurait besoin d'un accompagnement soutenant et à qui on dit écoute en fait finalement comme tu te débrouilles tout seul et tu vas te débrouiller vu que tu es autonome. En fait, c'est incroyable. J'ai l'impression que il se passe autour de toi et je suis désolée si mes propos sont pas super, mais il se passe autour de toi le contraire de ce que tu aimerais qu'il se passe. Est-ce que c'est ça? Totalement. Et c'est très 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 difficile parce que tout le monde pense que justement, en fait, tout l'opposé de ce qu'on fait tout pour se battre pour pas que ça arrive. Et c'est très difficile. Et donc du coup, les professeurs, les camarades, on essaye. Je vais vous donner d'autres choses qui se sont passées parce que justement, tu t'occupes aussi des parents avec les enfants. Et en fait, je peux t'en parler tellement parce que mes parents me comprenaient pas.
parents pensaient toujours d'un côté que j'étais là pour faire des problèmes, qu'ils comprenaient pas, et surtout ce qui était difficile pour moi, c'est que ma belle-mère était professeure d'anglais, de français, d'histoire et d'espagnol. Donc elle a fait beaucoup d'études. J'ai aussi ma demi-sœur qui a fait aussi beaucoup d'études. Et la surdouance, ça veut pas dire qu'on est super à l'école, c'est faux. Parce qu'en fait, tout passe par le cœur, et que si ça se passe bien, eh ben oui, on donne toute notre énergie et notre tête va à fond, et puis là, on a des super résultats. Ma sœur était dernière de la classe, parce que ma sœur, c'est pareil, était dernière à classe. Elle est passée de première de la classe quand elle a juste décidé de passer première de la classe parce qu'elle se sentait mieux et qu'elle avait un but. Et ce que je veux simplement dire, c'est que on essaye de s'intégrer, en fait. Je me rappellerai toujours où j'étais dans la cour avec des camarades où j'ai essayé de faire une blague, et qui était un peu, c'est dur ce que je veux dire, mais mesquine. Parce que je dis dur parce que je n'aime pas du tout ces types de blagues où je me sens mal à l'aise, parce que je n'aime pas justement tout ce qui est mesquin, parce qu'on dit une bêtise, et j'essayais de me mettre au même niveau en faisant des blagues comme eux. Et quand j'ai fait une blague, et bon, j'ai essayé de faire une blague, mais qui n'était pas très intelligente, je dirais, elle n'était pas très recherchée. Ils m'ont regardé en me disant « Ah, mais t'es vraiment stupide !» Et là, je les ai regardés, j'ai dit « Mais en fait, c'était une blague de faire cette blague. » Et eux, ils pensaient vraiment que j'étais ça. Mais d'un côté, je me disais « Ben, j'essayais de me faire intégrer en faisant une blague, entre guillemets, sans être méchant, au niveau de ça, qui je trouvais pas ça super. » Et je me sentis tellement mal à l'aise, qui comprenaient même pas que j'essayais de m'intégrer par rapport en faisant une blague comme eux, et qu'en plus ils détruisaient encore plus. Je me suis dit mais pourquoi j'essaie de faire ça avec des personnes, je dirais, qui critiquent, qui jugent, qui excluent les personnes. Et c'était comme si j'essayais de me faire intégrer par des personnes qui étaient les dernières personnes avec qui j'avais envie d'être, tellement que c'était difficile. Donc c'est vrai qu'on essaye de se faire intégrer, mais par rapport aussi à une société que on a beaucoup de personnes. Moi, ce que je dis souvent, c'est que pour moi, les Français, la maladie des Français, c'est qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et moi, ce que je ressens en France, c'est que les gens n'ont pas assez confiance parce qu'ils se battent pas pour être qui ils sont. Et il y a un manque de confiance. Et quand on est entouré de personnes qui ont un manque de confiance en eux, alors que nous, on est fiers de qui on est à l'intérieur et qu'on se bat pour qui on est, c'est très difficile parce qu'en fait, on est avec beaucoup de personnes qui se sentent mal dans leur peau, alors que nous, on est heureux de qui on est à l'intérieur. Et du coup, en fait, on essaie de s'intégrer avec des personnes qui sont mal dans leur peau et qui nous détruisent encore plus pour essayer de se sentir bien dans leur peau. Et ça, c'est très difficile. Merci beaucoup pour ce témoignage très poignant qui permet vraiment de mettre des mots sur les mots, en fait, MAUX des personnes hypersensibles. C'est important parce que je pense que les personnes autour, et même moi, on se rend pas compte en fait de ce que peut vivre une personne, et ça dans n'importe quelle situation. C'est faire attention à comment tu parles aux personnes, à ce que la personne elle peut ressentir. En fait, l'empathie, malheureusement, quand tu nais, quand tu es enfant, tu as une empathie innée, et puis elle se perd petit à petit, cette empathie. Et pour vous, c'est dramatique en fait, pour les hypersensibles. Vous auriez justement besoin de cette empathie. J'ai envie d'avancer un peu dans le temps, si tu me le permets. Comment tu vis toi aujourd'hui, comment déjà tu as vécu le diagnostic, l'annonce de ton hypersensibilité, et comment tu la vis aujourd'hui maintenant, en 2021? Alors, j'ai quand même envie de résumer quelques passages. Déjà, la première des choses, c'est que ça a été très dur pour mes parents de leur dire. La première des choses, c'est que déjà de leur dire que j'allais faire les tests. Alors, moi, j'ai fait des tests effectivement en tant que les tests de surdoué. Ça m'a pris des années à accepter déjà de faire les tests. Et ça a été très dur de dire à mes parents que j'allais faire les tests, parce qu'on a toujours l'impression que pourquoi tu veux faire les tests pour montrer que tu es meilleur qu'un autre. Et c'est très difficile parce que comme j'avais redoublé d'ailleurs au niveau de l'école, parce que j'avais décidé moi-même d'ailleurs de redoubler à l'époque, et du coup on comprend pas, surtout que j'avais un gros contraste avec ma belle-mère et ma demi-sœur qui était très forte à l'école. Donc du coup c'était pas possible que moi je pouvais être surdoué, dans le sens où on pense que si tu es surdoué tu dois tout réussir dans toutes tes études. Alors à côté je me sentais stupide, je me sentais pas, je dirais, au niveau, parce que j'avais toujours ressenti ce côté où je me sentais en dessous. Et
Et effectivement, tout ça, disons que ça n'a pas été facile par rapport à mes parents pour leur dire, mais c'est surtout que ça n'a pas été facile pour accepter de faire ces tests. J'ai envie de dire, moi, à l'âge de 20 ans, il y a ta caméra qui s'est coupée. À l'âge de 20 ans, déjà en fait, comment s'est passée finalement ma vie par rapport à cette hypersensibilité et je dirais le côté surdoué, c'est surtout qu'en fait moi dès l'âge de 14 ans j'avais une conscience, j'étais très avancé, très mature. À l'âge de 14 ans je partais travailler chez mes grands-parents 10-11 heures par jour. Personne ne m'obligeait à aller travailler. C'est moi qui souhaitais aller travailler parce que je voulais le plus tôt possible savoir ce qui était dur de travailler avec mon corps pour protéger mon corps dans l'avenir et travailler avec ma tête en protégeant mon corps. C'est-à-dire savoir ce que c'était, à quel point c'était difficile de travailler avec son corps et je voulais protéger mon corps pour vivre longtemps. Et à 14 ans, j'allais moi-même travailler 10-11 heures par jour chez mes grands-parents qui étaient paysans et qui m'ont inculqué aussi la valeur de l'argent, et je leur remercie. Et j'étais très en avance et j'ai commencé à faire des petits boulots à l'âge de 19-20 ans. Je faisais mon BTS, j'avais 3 boulots à côté. J'étais pompiste à la station essence, je faisais de la surveillance dans la salle de spectacle et je faisais du babysitting. Et ça, c'était 3 jobs à côté de mes études. J'ai commencé à 19 ans, je dirais jusqu'à mes 30 ans, à avoir 2 métiers à la fois. J'ai toujours eu quasiment, j'ai toujours été multicasquette. De mes 20 ans à mes 30 ans, j'ai commencé la vie active en étant, je dirais, dans tout ce qui était communication commerciale, puisque j'étais beaucoup dans l'humain, parce que l'hypersensibilité, on comprend les personnes, donc on comprend ce qu'elles ont besoin, du coup, on peut leur apporter ce qu'elles ont besoin, et surtout, on se connecte à elles par la simplicité. Donc de mes 20 ans à mes 30 ans, j'ai eu 2 métiers. D'un côté, j'étais commercial, et de l'autre côté, j'ai fait ce qu'on appelle du marketing relationnel, donc j'étais en dehors de la société aussi. Et sur des choses que les gens ne comprenaient pas et n'acceptaient pas forcément, qui aussi pensaient que c'était des arnaques, etc. Et donc du coup, j'ai voulu ouvrir les yeux à beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas réellement ce qu'il y avait au-delà de la société traditionnelle. Je travaillais pendant plus donc de 10 ans, de mes 20 ans à mes 30 ans, donc ça s'est, je dirais, relaté que j'étais déjà en dehors de la société. Déjà, dès l'âge de 20 ans, je faisais 2 boulots, les gens ne me comprenaient pas. Et j'étais à la fois, je dirais, dans la sensibilité, mais en fait, c'est une double difficulté. Parce qu'à la fois, je suis extrêmement sensible, du coup, je capte beaucoup d'informations et ma surdouance me permet de comprendre tous ces éléments, de collecter énormément d'informations, mais également de les mettre en conscience pour ne pas répéter les problèmes et les faire avancer. C'est-à-dire que, à la fois, je dirais, je capte beaucoup d'informations, mais à la fois, je peux m'en servir pour avancer 2 fois plus vite, pour ne pas répéter et aller 2 fois plus loin. Néanmoins, n'oublions pas que quand j'ai eu 10 ans, que je me suis retrouvé face à moi-même, j'ai été autonome et indépendant, ce qui m'a emmené à ne pas avoir peur de passer à l'action et d'être dans l'aventure. Donc, j'ai démultiplié mes expériences tout en démultipliant, je dirais, la profondeur de toutes les expériences. Donc, j'ai été très en avance. Je dirais qu'on pourrait multiplier par 4 mon avance par rapport au fait 2 fois plus dans la profondeur, dans la qualité des expériences de compréhension pour ne pas répéter, et la quantité d'expérience 2 fois plus parce que j'ai osé, parce que très jeune, j'ai été livré à moi-même et que je savais très bien que personne viendrait faire les choses à ma place et que je devais avancer par moi-même. Du coup, j'étais extrêmement en avance et tout ça m'a apporté, je dirais, j'étais complètement en dehors de la société pendant toutes ces années quand j'ai vécu toutes ces choses-là. C'est incroyable en fait. J'ai l'impression que tu as vécu une enfance et une adolescence à toute vitesse en fait. C'est-à-dire 2 fois plus vite que n'importe qui. Mais oui, c'est un trait des enfants. Excusez-moi, j'ai un problème de connexion. Tout est ok. Oui, oui, c'est malheureusement un problème pour beaucoup de parents d'avoir des enfants hypersensibles qui se projettent beaucoup trop à leur goût, parce qu'en fait un hypersensible n'est pas capable de faire autrement et quelqu'un qui a de la surdouance non plus, qui se projette beaucoup trop par rapport à ce qu'il est aujourd'hui et ce qui sera demain en fait finalement. Et c'est bien, merci d'avoir ton témoignage parce que ça permet de voir que c'est pas les parents n'ont pas des cas isolés finalement et que c'est quelque chose qui existe. Et waouh, tout ce travail que tu as fait, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et toi, qui es-tu du coup aujourd'hui dans ta vie? Est-ce que aujourd'hui tu te sens bien ou est-ce que tu as l'impression de devoir toujours regarder encore plus vers l'avant? Qu'est-ce que tu regardes aujourd'hui quand tu regardes ton avenir?
Est-ce que tu arrives à être dans l'instant présent, en fait? Je vais te répondre à cela, mais avant, j'ai quand même envie de revenir sur des points dont on n'a pas parlé, qui font qui je suis aujourd'hui et qui ont construit tout ça et qui sont très, 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 très lourds, encore beaucoup plus lourds que tout ce qu'on est en train de parler. C'est-à-dire que mon hypersensibilité a fait aussi que, comme beaucoup de personnes, j'ai perdu aussi des personnes autour de moi. À l'âge de 18 ans, jusqu'à mes 20 ans, j'étais avec une petite amie où j'étais tous les week-ends avec elle et sa maman avait le cancer. Et j'ai vécu en fait qu'elle était en phase terminale et qu'elle est partie tout doucement au fur et à mesure en face. Ça m'a énormément touché. Je devais rassurer ma petite amie sans savoir ce qui allait se passer derrière. Et ça a été très dur. Et quand elle est partie, au moment où sa maman est partie, j'ai également perdu un ami du jour au lendemain. Oh là là. C'était quand j'avais 20 ans. Et ça a été très 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 dur. Après, je me suis retrouvé pendant un an. Là, on peut en parler aussi, je pense, dans ce témoignage, parce que c'est très important aussi, je pense, d'en parler. C'est même extrêmement important d'en parler. Je me suis retrouvé pendant un an avec ce qu'on appelle une pervers narcissique. Un point que justement je ne voulais pas voir, parce qu'on ne veut pas mettre les personnes dans des box pour pas les rejeter, mais justement ça j'en parlerai après, pourquoi c'est important aussi d'identifier, je dirais, et de ne pas condamner, mais d'identifier, de comprendre, parce que c'est aussi une maladie, hein, tout ce qui est pervers narcissique, c'est une maladie qui s'explique avec, je dirais, spécialistes qui expliquent comment ça s'est passé dans l'enfance, et je me suis retrouvé pendant plus d'un an avec une pervers narcissique, et un an après, j'ai failli mourir. Et c'est très délicat et justement dont on parlait tout à l'heure, c'est que le combat de toute notre vie, qu'on a envie d'aider les autres pour pas qu'ils se sentent rejetés, parce qu'à quel point on sait ce que ça veut dire, à quel point de se faire rejeter, que c'est pas évident, c'est que je vais te donner 2 points avant le moment où je suis passé près de la mort, enfin le moment où je suis passé près de la mort et le point juste avant, c'est que quand j'ai commencé à avoir ma voiture, je voulais m'arrêter à toutes les personnes que je voyais sur le bord de la route pour les aider, parce que je ne comprenais pas que ce monde soit autant individualiste et égoïste à ne pas aider les personnes qui étaient à côté. Je me disais, pour moi, ça me prend 30 secondes à prendre cette personne dans la voiture, 30 secondes à la déposer. Cette personne a peut-être 30 minutes, voire 1 heure de marche. Pourquoi? Je disais bien, pourquoi on ne prend pas ces 1 minute pour aider une personne qui en a pour 1 heure, je dirais 60 minutes. Pourquoi on n'aide pas, on ne s'entraide pas les uns les autres? Et je ne comprenais pas, j'étais très énervé par rapport à tout cela. Et je m'arrêtais tout le temps, je dirais, pour prendre des personnes, j'ai des expériences magnifiques par rapport à ça. Et c'est dur ce que je vais dire, mais j'étais prêt dans ma tête à me dire, on dit toujours qu'il peut toujours se passer quelque chose. Eh bien moi, dans ma tête, je me disais, j'ai envie de montrer aux personnes que ce qu'on nous dit à la télé, qu'il y a toujours des méchants, j'ai envie aujourd'hui de dire, mais vous savez quoi? Moi, je vais le faire autant que je pourrais le faire pour montrer qu'il n'y a pas que des méchants. Et que ce qu'on vous raconte, c'est une chose sur 1000. Et que 999 fois sur 1000, on vous raconte des bêtises. Et que la plus belle des choses, c'est d'avoir des personnes qui peuvent s'entraider, qui toutes, et que l'humain est gentil. Et pas ce qu'on veut nous faire montrer dans la télé, à nous faire peur tout le temps avec nos peurs. Et je me suis dit, si un jour, je dirais, moi je me sentais vraiment en me disant, si un jour ça doit tomber dessus, si je dois montrer l'image qu'on peut s'entraider, eh ben, je prends la responsabilité que ça peut me tomber dessus, qu'il m'arrive quelque chose un jour, mais je veux montrer à tout le monde qu'on peut tous s'entraider et qu'il y en a marre qu'on pense chacun pour soi. Et j'étais vraiment à ce point-là, et c'était très fort à l'intérieur de moi. Dès que j'avais 19-20 ans, je m'arrêtais même des personnes qui étaient aux arrêts de bus pour leur dire, est-ce que vous voulez vous arrêter? En général, ceux qui avaient plus peur, c'était les filles, mais des fois, ça arrivait que, je dirais, les personnes venaient, et j'ai vécu des choses magnifiques, je dirais, avec toutes ces situations. Un jour, comme je dis, j'ai eu la famille Adams, qui est rentrée dans ma voiture, avec une personne assez costaud, un grand blond, avec un papy qui avait un problème pour parler, il parlait avec un appareil sous la gorge, et puis il y avait la petite fille brune avec les cheveux comme de la famille Adams, qui parlait comme ça. Et quand je me suis arrêté sur le bord de la route, c'était sur la rocade, c'était la nuit, et que je me suis arrêté parce que je me suis dit, je peux pas les laisser comme ça, je m'arrête. Je me suis arrêté quand ils m'ont dit, on a crevé il y a pas loin, je dirais, et ils me disent, on a besoin d'une bombe anti-crevaison pour la voiture. J'ai dit, allez-y rentrer. Quand ils sont rentrés dans la voiture, je ne cache pas que j'ai eu peur. Je dis, oh là là, dans quoi je me suis embarqué? Est-ce qu'il va m'arriver quelque chose? Et qu'est-ce qui s'est passé? La fille était adorable. Le papy m'a raconté des histoires magnifiques. Et le monsieur qui était costaud était un gros nounours. C'était des personnes qui vivaient à la campagne, pas loin, qui venaient pour faire un bowling et qui sortaient jamais. Et c'était des personnes adorables, que tout le monde, je dirais, pourrait avoir peur, alors que c'était les personnes les plus adorables du monde. Et quand je les ai pris dans la voiture, je me suis dit à quel point
À quel point il faut arrêter de juger sans savoir. Et là, je me suis dit, j'étais tellement heureux quand je les ai déposés après à la station-service par rapport justement à la bombe anti-crevaison. J'étais tellement heureux d'avoir osé pour me dire, mais non, il n'y a pas que des choses où on veut avoir peur, faut arrêter d'avancer avec la peur. Et ça, effectivement, c'était quand j'avais 19-20 ans. J'y ai été jusqu'à aider, comme tu dis, que justement, le côté, on veut faire les sauveurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à 21 ans, je me suis retrouvé devant une plage à me retrouver en fait avec 2 filles qui étaient en train de se noyer à l'océan. Et je suis parti en fait appeler les urgences pour de suite effectivement que les urgences arrivent. Je suis reparti sur la route et j'ai demandé, parce qu'il y avait le papa en fait qui était aussi en train de se noyer, qui sortait de l'eau avec 2 personnes qui étaient à côté de moi, des filles, et le petit garçon de 10 ans qui m'avait prévenu avant, et j'ai demandé où étaient les filles, celles qui étaient encore à l'eau. Et ils m'ont dit, elles sont encore à l'eau. Et je suis parti à l'eau. Et j'ai failli me noyer. Et ça a été très dur. Ça a été le point culminant de ma vie où en fait, c'est très dur, ce que je veux dire, c'est très dur d'accepter pour une personne hypersensible et une personne qui a envie d'aider les autres. C'est que ce jour-là, j'ai dû me dire, Vincent, tu veux faire le héros, tu veux aider les autres, mais maintenant c'est toi qui vas crever. Et c'est très dur ce jour-là parce qu'on essaye d'aider le monde entier, et comme ma mère me disait toujours, Vincent, tu peux pas aider le monde entier. Et c'est très dur parce que ce jour-là, on se dit on pourra pas, parce que si on se sauve pas, personne ne nous sauvera. Et ça, c'est très dur à accepter. Le jour où j'ai comme Thelma et Louise, là, je devais sauter dans le précipice, ou alors je restais là et je me protégeais. Et ça a été très dur d'accepter de me protéger. Ça a été très dur parce que ça veut dire que je laissais les autres, et ça a été très dur à ce niveau-là, et donc j'ai essayé de me sauver. Et ce qui est magnifique dans cette histoire, ce que j'ai compris plus tard, c'est que quand j'ai essayé de me sauver, je me suis servi d'ailleurs, heureusement, de mon intelligence qui m'avait fait penser à comment je pouvais utiliser la force des vagues pour revenir, parce que je n'avais plus de force pour revenir. J'étais en plein milieu de l'océan et je ne voyais plus la plage. J'étais complètement exténué, je ne voyais plus la plage et je n'avais plus de force, je ne savais pas comment faire. Et là, j'ai pensé effectivement à la force des vagues pour pouvoir me ramener, parce que j'étais totalement... je savais pas quoi faire. Et grâce à ça, j'ai réussi à revenir au fur et à mesure, parce qu'en fait, je partais en faisant la planche avec des vagues qui m'emmenaient, et je partais sous l'eau faire les vagues, enfin faire la planche, je reprenais ma respiration, et je repartais avec des vagues qui étaient à 1 mètre au-dessus de moi, et que je n'avais pas pied, et que j'étais exténué. Et je repartais, et je repartais. Et ça a duré un temps que je pourrais pas dire combien de temps ça a duré. Tout ce que je peux dire, c'est que à un moment donné, et là je dirais que c'est un miracle qui s'est passé, et c'est là que c'est le miracle de la vie, que je trouve ça magnifique, c'est que j'avais une chance sur 1 milliard, et j'ai touché une des 2 filles avec mon corps. Je ne l'ai pas vue, je l'ai touchée. J'avais une chance sur 1 milliard pour la toucher dans l'océan. Et je l'ai touché à ce moment-là. J'ai essayé de l'attraper la première fois, j'ai pas réussi. La deuxième fois, j'ai réussi. Et encore un deuxième miracle. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à avoir pied. Et je l'ai raccompagnée sur le bord. Elle était, je dirais, elle avait plus, elle était inanimée. Voilà, elle était inconsciente. Les secours sont arrivés. Et effectivement, on l'a sorti de l'eau après. La fin de l'histoire est pas très, très belle par rapport à ça, ce qu'on peut imaginer. La petite cousine qui, elle, avait 14 ans, la demoiselle dont je viens de parler, qui est Marion, qui avait 18 ans, eh bien, elle est décédée 3 semaines après parce qu'elle était dans le coma profond. Mais j'ai aidé sa famille à faire la transition pendant ces 3 semaines, à accepter tout cela. Et sa petite cousine qui avait 14 ans, je pense que je l'ai sauvé la vie parce que j'ai effectivement appelé les secours à temps, parce qu'elle est restée 20 minutes sans le coup. Marion, c'était 40 minutes, c'était trop long. Et sa petite cousine, 20 minutes. Et donc, je pense que je lui ai sauvé la vie. Et aujourd'hui, ce que je veux simplement dire dans cette histoire, le miracle pour moi, c'est que c'est pas parce qu'on pense à soi qu'on oublie les autres. On peut aussi penser à soi, tout en aidant les autres. Et aujourd'hui, que ce soit toi, Agathe, que ce soit Sébastien, aujourd'hui, vous essayez effectivement de penser à vous sentir mieux dans votre peau, mais vous aidez toutes les personnes qui ont besoin d'entendre toute cette force que vous avez à l'intérieur. Et c'est très important d'accepter de dire à quel point notre vulnérabilité, que c'est pas facile, mais qu'on se bat pour ça, qu'on a du courage. Parce qu'on va aider toutes les autres personnes qui seront derrière, qui ont besoin de tout ce courage.
Et c'est pas parce qu'on pense à soi qu'on est égoïste. On peut aussi penser à soi pour se protéger, mais à la fois pour transmettre beaucoup plus. Et là, le miracle, pour moi, c'est la vie qui m'a montré que c'est pas parce que j'ai pensé à moi en essayant de me sauver que j'ai oublié les autres. Et ça, c'est très important. Donc, ce passage dans ma vie a été très dur, m'a ramené à une personne extrêmement dure. J'ai été une personne très, j'ai enlevé toutes mes émotions pendant un certain temps. J'ai vécu beaucoup de choses très dures. Et ça a fait la personne aussi que je suis aujourd'hui parce que j'ai enlevé beaucoup de peur. Parce que j'ai plus eu peur de ce que les personnes pensaient. Cette grande peur que les personnes se disent quel est le regard des autres sur moi. Parce que quand on passe près de la mort, il n'y a plus rien qui compte. Le regard des autres, c'est qui ces personnes? En fait, c'est juste des personnes que peut-être que là, on est en train d'imaginer pendant qu'on vit. Peut-être qu'on est dans un rêve et qu'on va repartir et qu'en fait, ce n'est rien. Et que ces personnes, on les imagine et que ça fait partie de nous parce que si on n'est plus là, plus personne n'est là. Et que ces personnes font partie de nous. On ne fait pas partie de ce monde. Ces personnes font partie de notre monde. Waouh. Je m'attendais pas à un tel récit. Merci pour ce partage et pour ce rappel en fait que ouais, c'est pas parce qu'on pense à soi qu'on pense pas aux autres. J'ai plus de mots en fait. Moi qui parle tout le temps là, j'ai plus de mots. Merci beaucoup pour ton histoire et pour ton vécu. Moi je pense que rien n'est là par hasard. Et c'est terrible pour cette jeune fille de 18 ans, mais c'est absolument affreux. Et ça a dû être très difficile pour toi de l'avoir trouvée et de la voir partir quand même. Finalement, j'imagine que ça a été... Ça a été très dur, mais en même temps, excuse-moi de te couper, mais en même temps, je suis aussi très connecté sur le côté spirituel. Voilà, c'est là où j'allais en venir, ouais. Ouais. Ma maman est médium aujourd'hui, ma maman est canal, donc elle m'a toujours ouvert. Mon père m'a parlé aussi beaucoup, il est beaucoup connecté par rapport à l'astrologie. Donc pour moi, en fait, j'ai pu lui parler. Après qu'elle soit partie, j'ai j'ai senti son contact pendant quelques années après. J'ai eu des amis aussi de ma maman médium qui m'en ont parlé, donc ça a été quelque chose aussi à travailler pendant tout ce temps. Ouais, qui a pu vous aider aussi, qui a pu t'aider. Pour moi, comme tu dis, tout a une raison d'être. Et que c'était son chemin à faire sur cette vie et que j'ai fait ce que j'avais à faire à l'intérieur. Ça a été très dur parce que ce jour-là, il a fallu que j'accepte aussi une chose. Ça, je peux en parler aussi parce que c'était très dur par rapport à toute cette hypersensibilité et le fait qu'on essayait d'aider les personnes. J'étais très en colère contre la vie. J'étais très en colère contre la vie. Et des années après, je suis parti voir une thérapeute, une amie de ma maman. Parce qu'en fait, j'étais très en colère contre la vie parce que quand je suis arrivé devant cette plage, je me disais que je n'avais pas eu le choix de soit j'allais à l'eau et je passais près de la mort et ma vie changeait totalement et que j'enlevais le filtre et que ça n'avait plus rien à voir. J'étais dans un cocon avant. Et quand je suis passé près de la mort, tout a changé. On va dire que je n'avais plus aucune peur et que la vie était beaucoup plus rustre, je dirais. Donc ça a été très dur à ce moment-là. Ou alors je n'y allais pas et j'étais un lâche. Ce que je ne pourrais jamais accepter à l'intérieur de moi, parce que je me vivre comme ça, je me disais c'est pas possible. Apparemment, on n'est pas tous faits de la même façon, parce que malheureusement, je dis bien que le père de Marion m'a dit que son fils qui avait 10 ans, qui m'a prévenu, c'est assez marrant, il s'appelait Vincent aussi comme moi, qu'il y avait 2 hommes qui sont passés sur la plage avant moi. Ils sont partis. Mais moi, je ne considère pas que c'est possible de vivre dans ces conditions. Je ne considère pas que c'est possible. Et donc, du coup, c'était très dur parce que j'étais en colère contre la vie de ne pas avoir eu le choix, de ne pas avoir à faire le choix de ces 2 possibilités. Être un lâche ou passer près de la mort. Je voulais avoir un 3e choix. Qu'on me laisse tranquille. Parce que j'étais fatigué. Parce que j'avais déjà beaucoup aidé à ce jour. Et je me disais, pourquoi on ne me laisse pas tranquille? Et j'étais en colère beaucoup contre la vie. Et le jour où je suis allé voir la thérapeute, que je remercie encore énormément, elle m'a fait comprendre une chose, et c'est quelque chose de magnifique. Elle m'a dit une phrase, que je me rappellerai toujours. Elle m'a dit, Vincent, depuis que tu es né, tout
toutes les décisions que tu as prises, tous les mots que tu as dit, que tu ailles à droite, à gauche, tous les gestes que tu as faits, t'ont emmené à cet endroit-là, à ce moment-là, à cet instant T dans la vie. Tu as décidé de tout ce qui s'est passé. Et la vie ne t'a apporté que ce que tu lui as demandé. Et tu avais besoin d'aller à cet endroit-là pour comprendre certaines choses. Et c'est toi qui as décidé toutes ces choses-là. C'est très dur d'accepter à ce niveau-là que j'ai décidé de passer près de la mort. Mais avec du recul et des années bien plus tard, j'ai bien compris que tout cela, c'était totalement vrai et que c'était moi qui avais décidé de toutes ces choses-là parce que je voulais vivre toutes ces choses-là et j'en avais besoin. Parce que je ne faisais que m'oublier en aidant sans me protéger. Et que j'avais besoin de ça pour apprendre à me protéger. Et que tout ça, je l'ai décidé et j'étais acteur de ma vie et non victime de ma vie. Et là, tout a changé. Et là, j'ai commencé à comprendre à quel point c'était mon choix. Et je devais l'assumer. Et ce qui s'est passé aussi quand je suis passé près de la mort et que j'ai essayé de sauver ces deux filles, j'avais aussi beaucoup de craintes avant. Beaucoup de questionnements à l'intérieur, toujours qu'on se pose souvent. J'en suis certain que justement, les personnes qui sont surdouées et les personnes qui sont hypersensibles pensent toujours à cette question, c'est est-ce qu'on est bon ou est-ce qu'on est mauvais? Est-ce qu'on fait des belles choses ou est-ce qu'on fait du mal? À l'intérieur de soi, est-ce qu'on fait partie de ceux qui font attention aux autres ou ceux qui écrasent les autres? À l'intérieur, on se pose toujours la question parce qu'il y a des moments dans notre vie où on fait des choses qui sont bonnes pour nous mais qui sont mauvaises pour les autres. Ou des choses qui sont bonnes pour les autres, mais qui sont mauvaises pour nous parce qu'on s'oublie. Et on a toujours cette question à l'intérieur de se dire, est-ce qu'on fait bien les choses ou est-ce qu'on ne les fait pas bien? En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur et j'ai une intime conviction que beaucoup de personnes, je dirais, qui ressentent tout ça, se posent beaucoup de questions à ce niveau-là. Sauf que le jour où je suis passé près de la mort et que j'ai essayé de sauver ces deux filles, je me suis dit, Vincent, maintenant, il va falloir que tu te taises et que tu arrêtes de te poser la question. Je me suis dit, je pense pas qu'il y a beaucoup de personnes sur cette planète qui sont capables de donner leur vie pour une personne qu'ils ne connaissent pas. De tout perdre pour une personne qu'on ne connaît pas. Et je me suis dit, Vincent, maintenant, tu dois accepter que tu es une bonne personne. Et ce jour-là, je me suis dit, par contre, maintenant, si tu l'acceptes, il va falloir aussi prendre la responsabilité. Et ça, c'est pas facile. Parce que la responsabilité, ça veut dire accepter d'être une bonne personne, dans le sens où accepter aussi qu'on s'entraide tous les uns avec les autres, l'amour, d'être ensemble, de se regrouper, de s'entraider. Mais la responsabilité, c'est de le dire. Et le dire pour montrer que c'est possible. De s'affirmer, de comprendre qu'on est une bonne personne, qu'on est une belle personne et de voir toute la lumière qui est à l'intérieur de nous. Et la responsabilité, ça veut dire de le dire, de le transmettre pour que les autres personnes puissent prendre elles-mêmes leur propre responsabilité, d'avoir confiance en elles, qu'elles sont aussi des belles personnes. Parce que quand tu as compris la lumière à l'intérieur de toi, la plus grande, je dirais des choses les plus tristes, je pourrais dire, c'est quand les personnes ont la solution, en tout cas une solution, pour être heureux, et qu'ils la gardent pour eux. Là, c'est ce que j'appelle ça la plus grande égoïsme. Parce que ceux qui ne l'ont pas, comment? Ils peuvent pas le donner. Mais ceux qui ont compris et qui se sentent bien à l'intérieur d'eux, s'ils le gardent pour eux, ils ont une clé, ils la gardent. C'est la pire des choses. Ils ont la clé dans les mains et ils la gardent pour eux. Il faut prendre la responsabilité d'accepter de le dire. C'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui je dis toutes ces choses. Et c'est pas facile. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'on parle beaucoup et qu'on aime ça, c'est faux. C'est juste qu'on se dit qu'il faut aussi qu'on le transmette et qu'on montre la vulnérabilité, que c'est pas si simple. Mais si on le fait pas, on prend pas nos responsabilités et on n'aidera pas les autres à prendre confiance en eux et à se sentir mieux à l'intérieur d'eux. Et donc, il y a une responsabilité à prendre. Et elle est très lourde. Surtout quand on a des personnes, des fois, qui ont 2 fois notre âge et qu'on sait même pas pourquoi on doit dire ces choses-là et qu'on a peur. On a peur. Mais on se dit, si on le dit pas, est-ce qu'on fait les bonnes choses? On doit dire sincèrement ce qu'on ressent avec le cœur. Et on doit aussi dire aux personnes que on a tous le droit à être aimés et à pas se sentir jugés et à être ensemble. Donc c'est aussi, je dirais, un droit d'être heureux, mais aussi un devoir de le transmettre, ce bonheur. Et donc c'est effectivement ce que j'ai vécu à ce moment-là et que j'ai compris. Après, bon, je vais aller un peu plus vite parce que ça commence à passer et ça fait long, effectivement, tout ce que je dis. Mais
Je pense que d'ailleurs tu pourras couper peut-être en deux parties, ce témoignage. Mais là où je pourrais dire après, c'est que j'étais complètement en dehors de la société. À l'âge de 30 ans, je suis reparti à zéro faire ma vie à l'étranger.